Ok, alors bienvenue à toi dans ce nouveau live Smart Learn. Et aujourd'hui, on va devoir appuyer sur un sujet qui fait mal, mais qui est selon moi nécessaire pour éduquer nos plus jeunes professionnels de santé, les sensibiliser aux erreurs du passé et comment ne plus les reproduire. Je sais que on peut avoir tendance un peu à faire l'autruche et se dire voilà, on passe à autre chose, mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie de l'éthique aussi professionnelle d'avoir une certaine culture dans des drames qui se sont déjà produits. On a certains cas d'école qu'on va retrouver ici. Et puis, voir que les scandales, ça peut toucher différents aspects en santé. Si ça n'est pas déjà le cas, avant de commencer avec notre premier scandale, tu peux rejoindre mon canal privé Telegram, dans lequel tous les jours, tu le sais, je te donne mes meilleurs contenus surprises, meilleurs partages, meilleurs plans secrets. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Tu es libre de cliquer sur le lien d'accès qui est gratuit. On y va avec notre premier grand scandale, particulièrement celui qui a le plus marqué la France, qui est le Mediator de Servier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est en 1976, et puis on décide de sortir un antidiabétique. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que le problème, c'est que les prescripteurs, les médecins, vont, pendant des décennies, le prescrire aussi en tant qu'amincissant à certaines femmes. Et le truc, c'est que ça va développer des complications cardiaques, voire parfois des morts. Donc on va finir avec une centaine de morts quand même, pour des milliers de complications cardiaques. Et puis ça va être un procès historique qui va même aller jusqu'à conduire le fondateur même du laboratoire, Jacques Servier, pour justifier cette incitation à la prescription. Le fait est que le fondateur lui-même ne verra pas tellement la fin du procès, puisqu'il mourra dans les années à venir. Voilà pour ça, on va passer au deuxième scandale, le lévothyrox. Alors, tu vas voir que là, c'est pas un scandale qui a fait des morts, mais qui a été davantage problématique sur l'éthique. On est en 2017, c'est Agnès Buzyn qui est ministre de la Santé à ce moment-là, et le laboratoire Merck décide de changer une de ses formules, celle du lévothyrox, qui est prescrit contre l'hyperthyroïdie. Et donc, en soi, rien de dramatique, on n'a pas eu de mort, mais ça a quand même entraîné des milliers de complications pour certains patients, en tout cas des effets indésirables. Donc, le laboratoire n'est pas coupable d'avoir changé sa formule en soi, il est plutôt reconnu coupable de ne pas avoir informé officiellement ses usagers. Donc, comment ça s'est fini? Il a dû payer l'amende de 1 000 € par plaignant. Et voilà, ça te montre que la transparence, évidemment, on progresse toujours dessus avec les années, mais c'est parce qu'il y a eu aussi des scandales comme ça qui ont contribué. Troisième scandale, l'Oxycontin. Alors, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où le laboratoire Purdue Pharma va diffuser un antidouleur en promettant que il n'y a pas de... C'est non addictif, si tu veux. Le problème, c'est qu'en réalité, il y a des opiacés, et oui, c'est addictif, ce qui fait qu'on va avoir une épidémie de dépendance aux États-Unis aux opiacés qui va se diffuser. Et il faudra attendre 2017 pour que le laboratoire Purdue Pharma soit accusé et plaide coupable pour mauvais étiquetage et qualification mensongère. Tu vois. C'est aussi un scandale qui est unique en son genre parce que c'est l'amende la plus grosse à ce moment-là jamais enregistrée, payée par un laboratoire pharmaceutique. Quatrième scandale, on revient dans notre pays français, et bien en arrière, puisqu'on est dans les années 60, quand Sanofi sort sa fameuse Dépakine. La Dépakine, c'est un cas d'école qu'on voit pas mal aussi à l'université. C'est, on va dire, un antiépileptique qui va être prescrit donc aux femmes enceintes
Le problème, c'est que on va avoir en corrélation des bébés qui seront mal formés ou certaines fausses couches, certains troubles physiques chez le bébé. Il va falloir attendre quand même certaines décennies pour se rendre compte de cette corrélation. Et c'est en 2020 que Sanofi va être officiellement reconnu coupable d'homicide involontaire. On continue avec notre 5e scandale avec le Distilben. Donc on est juste après la guerre en 1948. Et puis pour éviter des fausses couches, on va avoir l'idée de donner une certaine hormone de croissance, le Distilben, à des femmes enceintes pour que le bébé puisse naître. Le problème, c'est que les bébés vont naître avec des malformations assez importantes et il va falloir attendre 1977, soit, tu vois, plus de 30 ans après, pour se rendre compte que ça n'est pas si miraculeux et le retirer définitivement du marché. 6e scandale, le Stalinon. Stalinon, c'est donc, dans cette même période, en 1953, un antibactérien qui a été prescrit contre ce qu'on appelle la furonculose, et concrètement, c'est, si tu regardes sur internet, des boutons un peu pas très jolis qui sont liés à une bactérie très connue qui s'appelle le staphylocoque doré. Le truc, c'est que ça va faire des centaines de personnes lourdement handicapées, ça va faire 102 morts, et c'est pour ça que dès l'année suivante, en 1954, on va le retirer du marché. 7e scandale pharmaceutique, le Vioxx. Le Vioxx, on retrouve notre laboratoire Merck dans les années 2000, qui va utiliser un anti-inflammatoire en tentant de élargir ses propriétés et en le faisant prescrire pour tout ce qui est arthrose, rhumatisme, tout ce qui est pathologie de la personne âgée, on va dire. Problème, ça augmente aussi le risque d'infarctus. Et ça va faire que finalement, même si on n'a aucun décès en France à cette période-là, parce qu'on va constater quelques décès aux États-Unis, immédiatement, on va le retirer du marché en 2004. Donc voilà, un médicament qui a fait que 4 ans. Et tu vois que déjà, tu vois, à cette époque, on commence à être un peu plus réactif. 8e scandale, le Diane 35 de Bayer, qui a été prescrit comme pilule. Si tu fais des études de pharmacie et que tu as fait l'ELC, l'enseignement santé de la femme, tu sais que l'acné, la contraception sont étroitement liés. Tout ça, chez la jeune femme, c'est en grande partie hormonal. Et donc, en élargissant ces propriétés pendant 30 ans, on va pas faire de mort, je te rassure, mais on va provoquer chez les jeunes femmes, avec cette toute nouvelle pilule, davantage de risques thromboemboliques. Et ça, forcément, c'est pas acceptable, surtout pour un public comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer entièrement du marché en 2013, avant de s'apercevoir que ça a quand même des utilités en tant qu'anti-acnéique. Et donc on va le remettre juste après, mais juste contre l'acné. Ça sera plus du tout utilisé comme une pilule. Voilà pour ça, 9e scandale. On va partir sur un autre aspect, qui est des scandales qu'on ne pouvait pas forcément prévoir, ou en tout cas beaucoup plus subtils, parce que ça dépend beaucoup plus du patient. Je m'explique. On va parler de la chimio 5FU. Le 5-fluorouracil, c'est en gros une chimiothérapie qui est injectée aux patients lourdement cancéreux. Et pour t'expliquer en fait ce qu'est le cancer, c'est quelque chose de très personnel. C'est ton ADN qui a des cassures, qui dégénèrent, on va dire. Et donc, en fait, on va estimer qu'entre 5 et 7 événements vont traumatiser ton ADN. Et à partir de ça, tu vas développer des cellules de façon anarchique. Et donc, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas
deux cancers qui sont pareils en fait. Chaque patient réagit de façon différente au traitement parce que en soi, imaginons que ton corps soit une usine. Moi j'aime bien dire que les enzymes c'est un peu des ouvriers. On n'a pas tous les mêmes nombres d'ouvriers et tu as des ouvriers qui sont très performants et tu en as qui sont pas du tout performants. Et bien là c'est ce qui s'est passé. On avait un déficit enzymatique dans ce qu'on appelle la TPD pour certains patients. Autrement dit, certains patients qui avaient des ouvriers un peu plus feignasses. Et donc, du coup, ça devenait beaucoup plus toxique. Et en l'espace de 10 ans, de 2005 à 2015, on a eu 133 morts qui, si on l'avait su, si on avait eu une santé un peu plus personnalisée à l'époque, auraient plus ou moins pu être évitées. Donc voilà, c'est pour ça que pour éviter justement tous ces effets indésirables qui ont eu lieu sur 1500 patients à l'époque, on a mis en place depuis 2018 un test sanguin qui est préventif et qui permet de comprendre si tu vas bien réagir ou pas au traitement. Est-ce que tu vas surréagir? Est-ce que tu vas sous-réagir? Tout ça, ça fait partie des grandes avancées scientifiques. 10e scandale, on finit sur un scandale qui est un peu plus léger, un peu moins grave, sanitairement parlant, puisque c'est purement économique. C'est le fameux Lucentis de Novartis, qui, aux États-Unis, va mettre sur le marché son traitement contre la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et le truc, c'est qu'il va aller profiter de cette niche qui est très rentable pour multiplier jusqu'à 30 fois le prix par rapport à son principal concurrent. Tu t'en doutes, pour le gouvernement américain, ça va pas plaire énormément. Voilà pour ces 10 scandales. Voilà aussi pour comment ils se sont terminés, les leçons qu'on peut en tirer. Je pense que tu peux aussi mener ta petite réflexion. Et je pense que c'est intéressant de savoir aussi se poser et prendre le temps d'assimiler les informations pour savoir aussi quel type de professionnel on souhaite être. Perso, tu vois, j'avais fait un Master 1 en sciences humaines et je trouve que ça apporte beaucoup. C'est quelque chose qu'on met pas assez en place dans les études de santé. En tout cas pour la pharmacie. Plutôt que d'apprendre certains cours qui sont inutiles, et bien simplement, tu vois, essayer de remettre un peu plus de réflexion, d'échange pour les plus jeunes professionnels, et bien ça permet aussi de nous accorder sur une position beaucoup plus transparente et beaucoup plus fiable. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve très prochainement dans un prochain de mes lives SmartLearn. Et puis je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et ciao ciao.